Bonjour à tous, bienvenue dans votre webinaire périodique relatif aux crises en cours, au programme du jour, les élections américaines, la situation au Proche-Orient et l'évolution de la situation Russie-Ukraine. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Merci. Alors, si vous rencontrez des soucis techniques durant le webinaire, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone via le numéro de téléphone qui est indiqué dans le mail de confirmation que vous avez reçu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. Nos trois experts y répondront en fin de session. Béatrix, Alexandre, Michel, la parole est à vous. Merci beaucoup Jennifer et bonjour à tous. Je suis Béatrix Renaud, responsable sûreté. J'accompagne au quotidien nos organisations clients dans l'accomplissement de leurs devoirs de protection. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Mollet, je suis responsable sécurité. Je m'occupe notamment de superviser l'équipe en charge de suivre nos clients francophones sur l'ensemble du globe. Et bonjour à tous, je m'appelle Michel Isidore et pour faire simple, je suis Security Manager et l'adjoint d'Alexandre Mollet. Alors, au menu du jour, on a un beau programme puisqu'on va d'abord commencer par parler des élections américaines, puis de la situation au Proche-Orient et enfin de la situation en Russie et en Ukraine. Et donc pour commencer, je donne la parole à Béatrix. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va revenir sur le cycle électoral aux États-Unis qui s'est donc conclu mardi dernier, qui était une période à haut risque avec la possibilité d'une dégradation temporaire de l'environnement sécuritaire. Finalement, celui-ci s'est achevé avec la réélection de Donald Trump, qui était précédemment en poste de 2017 à janvier 2021 en tant que 47e président des États-Unis. Alors que la plupart des sondages et des observateurs prédisaient une élection serrée, Trump a finalement dépassé les attentes et a remporté une victoire décisive face à la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris. Sa victoire a été annoncée quelques heures après le scrutin, donc dans la nuit du mardi au mercredi 6 novembre. Et il a obtenu 312 votes du collège électoral, sachant que pour rappel, il lui en fallait 270 pour remporter l'élection. Le Parti républicain a également obtenu suffisamment de sièges pour s'assurer une majorité au Sénat. Et quant à la Chambre des représentants, les résultats sont encore en train d'être comptés et d'être finalisés, mais tendent vers là aussi une majorité républicaine. Dans la journée du 6 novembre, donc au lendemain de l'élection, la candidate Kamala Harris concédait sa défaite. Ses partisans acceptaient également sa défaite. Et le surlendemain, le 7 novembre, c'est le président Joe Biden qui prenait la parole et qui affirmait sa volonté d'une transition, je cite, politique pacifique et ordonnée, donc ce qui contraste avec l'alternance politique de sa propre prise de fonction, souvenez-vous, en janvier 2021. Sur le plan sécuritaire, à date, aucun incident majeur n'a été rapporté. On a pu observer des manifestations de joie ou de mécontentement. On a également observé des manifestations pro-palestiniennes, qui n'est pas un phénomène nouveau, sans débordement notable. Et puis également à noter que l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures a estimé qu'il n'y a pas eu de preuve de fraude ou d'interférence ayant influencé le résultat de l'élection. Alors, il me semblait intéressant de partager avec vous une analyse rétrospective, de revenir finalement sur les scénarios que nous avions construits. Et au cours de cette période sensible, donc la période préélectorale et électorale en tant que telle, on a véritablement surveillé deux des facteurs les plus influents qui pouvaient impacter la perspective d'une escalade, donc à savoir la qualité de l'environnement informationnel, c'est-à-dire l'ampleur de la circulation de fausses informations et d'informations potentiellement nuisibles. Et puis, le deuxième facteur que nous surveillons, c'était la marge de victoire, sachant qu'une marge de victoire faible, étroite, en fait, amplifierait les tensions. Et donc, finalement, force est de constater que la situation qui s'est présentée a été celle du scénario à risque le plus faible, donc le scénario que vous voyez en bas à droite du cadran, avec une large marge de victoire et un environnement d'information qui aura été relativement sain.
Et puis si on revient un peu plus en détail sur les différents indicateurs d'escalade que nous avons identifiés et observés tout au long de la période, le premier était donc une période d'incertitude prolongée, donc de plus de 48 heures, entre le moment où les bureaux de vote fermaient et le moment où le vainqueur était déclaré par les médias. Et là aussi, force est de constater que c'est quelque chose qui n'a pas été atteint, puisque Donald Trump a été donné gagnant dans la nuit du 5 au 6 novembre. Le second facteur que l'on surveillait, c'était cette marge de victoire. Là encore, celle-ci aura été large. Donald Trump a finalement remporté les 7 États clés, les fameux swing states, au sein desquels le vote était décisif. Et puis sur l'environnement informationnel, finalement, il aura été relativement sain. Alors bien sûr, avec des tentatives et même des faits avérés d'ingérence informationnelle d'acteurs étatiques et non étatiques. Mais pour autant, on ne peut pas dire que l'on a observé un partage de fausses informations concernant une prétendue fraude électorale amplifiée par certains médias et véritablement imposée au public américain. Et puis donc dans cette continuité, on ne peut pas parler de remise en question des résultats ni d'appel à la violence, étant donné que le camp des faits, le camp démocrate, a très rapidement concédé sa défaite. Donc ce qui éloigne ce scénario insurrectionnel que l'on avait connu début janvier 2021. Donc véritablement, c'est la manière décisive dont Trump regagne la Maison-Blanche, le fait que le résultat a été déclaré très tôt et de manière très claire, et que même si finalement les sondages ont été défiés et que certains observateurs ont pu être surpris, la manière dont le vote s'est déroulé a considérablement réduit la probabilité d'une escalade majeure. Pour autant, quelques éléments d'analyse prospective. Il faut rappeler tout de même que la période post-électorale s'étend véritablement jusqu'au 20 janvier 2025. Et donc cette période va inclure le 6 janvier, donc cette date à laquelle seront certifiés officiellement les votes du collège électoral. Donc les mesures de sécurité seront accrues pour ces 2 dates, et c'est une mesure qui avait été prise avant même le début de ce processus électoral. Le risque d'une attaque isolée peut persister, le risque de violence politique de manière ciblée contre des infrastructures gouvernementales américaines continue d'exister. Pour autant, il est bien moindre que ce qu'il aurait pu être en fonction donc de l'outcome de l'élection. Et voilà, ce qui rend encore une fois le scénario d'une attaque du Capitole comme on l'avait connu très faible. Pour autant, même si ce caractère décisif réduit la possibilité de nuisance, de troubles à l'ordre public, on peut s'attendre à ce que les manifestations continuent. Et surtout, un sujet qu'il va falloir surveiller, ce sont les nominations au sein de l'administration Trump, en fonction des personnalités qui vont être nommées. Certaines de ces personnalités peuvent être ouvertement polémiques et donc là encore rassembler un certain nombre d'Américains dans la rue et donc avoir des conséquences plus ou moins disruptives. Mais pour autant, à date, on est vraiment sur un paysage sécuritaire qui tend vers la stabilité. Peut-être peut-on ne pas en dire autant sur l'environnement international. Ce qui est certain, c'est que le résultat de cette élection présidentielle influera sur différents conflits en cours, à l'instar de celui au Proche-Orient et du conflit russo-ukrainien. Au Proche-Orient, la victoire de Trump, qui est très proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, est susceptible d'accroître le soutien américain à Israël et donc par conséquent le champ d'action d'Israël dans la région. Et en Ukraine, bien que Donald Trump ait fait comme promesse électorale un règlement rapide du conflit russo-ukrainien,
Ce n'est pas nécessairement une bonne solution pour Trump d'abandonner l'Ukraine. Et ce serait donc effectivement un très mauvais signal d'envoyer. Pour autant, il cherchera à jouer l'homme fort auprès de Vladimir Poutine. Donc voilà, on a des Ukrainiens qui peuvent craindre un plan de paix qui leur soit défavorable. Et également, de nombreuses questions se posent sur la suite qui sera donnée à l'aide financière et à l'aide militaire, qui reste un besoin vital pour l'Ukraine. Et mes collègues Michel et Alexandre reviendront plus amplement sur ces perspectives. Michel, je te laisse la parole. Eh bien, merci Béatrix et merci à tous d'être là. Comme vous pouvez l'imaginer, parler du Proche-Orient en une dizaine de minutes est un objectif très ambitieux. Donc, j'ai pour ça privilégié une approche thématique par front. Donc, je parle d'abord du Liban, puis d'Israël, après la situation régionale. Mais évidemment, si vous avez la moindre question ou demande d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter via les procédures habituelles, par email, par téléphone, etc. Et on vous fera un plaisir de vous répondre. Donc, commençons par le Liban. Le Liban, donc d'abord la situation sur le plan national, à l'échelle du pays. La guerre est donc toujours en cours, mais paradoxalement, elle est assez stable dans la mesure où Israël continue d'une part de mener une campagne de frappe aérienne très intensive à travers tout le Liban, c'est-à-dire aussi bien dans le sud du Liban que dans des territoires beaucoup plus au nord, ou même des territoires qui ne sont pourtant pas occupés par le Hezbollah. Donc ça pose un risque permanent pour la population et donc pour de potentiels voyageurs d'affaires, mais surtout aussi les opérations terrestres menées par Israël tendent un peu à s'embourber dans le sud du pays. Donc vous pouvez voir sur la carte sur votre écran, donc j'ai mis en rouge les zones qui avaient été jusqu'à maintenant sécurisées par Israël dans le sud du pays. L'objectif officiel d'Israël est de pouvoir sécuriser donc tout ce qu'on appelle le sud Liban, c'est-à-dire toute la zone qui s'étend du nord d'Israël jusqu'au fleuve Litanie, autrement dit le fleuve dont j'ai grossi le trait sur la carte. Donc vous pouvez voir sur la carte justement qu'on est encore assez loin d'un succès opérationnel terrestre pour Israël. Les opérations sont très difficiles, contrairement aux opérations à Gaza. L'armée israélienne pour le moment communique très peu sur le nombre de pertes, ce qui en tant que tel déjà est un indicateur de la violence des combats. Certains experts parlent déjà d'une centaine de morts dans les rangs israéliens. Le Hezbollah a été conçu pour pouvoir fonctionner en cellule autonome, c'est-à-dire qu'il puisse continuer à opérer malgré la décapitation de son état-major opérationnel et politique, ce qui était le cas ces derniers mois par Israël, qui a tué donc le secrétaire général du Hezbollah et également son successeur, et qui menace également son nouveau successeur. Malgré ça, le Hezbollah est capable d'opérer de façon autonome, et c'est donc pour cela qu'actuellement, les opérations terrestres dans le sud d'Israël n'avancent pas. Voilà pour ce point national. Après, à droite, vous avez donc une carte sur Beyrouth. Beyrouth qui est très important puisque c'est pour l'essentiel la destination que vous privilégiez pour voyage d'affaires, celle sur laquelle vous avez le plus de questions, et pour cause, la capitale libanaise n'est pas du tout épargnée par les frappes aériennes, bien au contraire. J'ai donc mis sur la carte en rouge les quartiers qui ont été les plus touchés par les frappes aériennes. Donc vous pouvez voir que ce sont les quartiers essentiellement centraux et au sud de la capitale, autrement dit ceux qui bordent l'aéroport international. Pour le moment, Israël a fait l'effort de ne pas cibler l'aéroport lui-même, puisqu'il s'agit de la seule voie de sortie internationale. Pour autant, plus aucune compagnie commerciale n'opère sur place, à part la compagnie libanaise Middle East Airlines. Si vous souhaitiez malgré tout organiser des voyages d'affaires au Liban, pour rappel, à l'heure actuelle, nous recommandons de reporter tous les déplacements et d'évacuer tous vos collaborateurs du pays. Mais si vous souhaitiez malgré tout organiser un voyage sur place, notamment à Beyrouth, on vous recommande de loger, en tout cas de baser vos opérations dans le nord-ouest de la capitale, donc la zone que j'ai mise en verte, la zone historique, le Beyrouth phénicien, qui est en fait le quartier qui n'a pas été touché pour l'instant par des frappes aériennes, notamment parce qu'il s'agit du quartier des emprises gouvernementales, des ambassades, et ça tombe bien, des hôtels sécurisés que nous recommandons à nos collaborateurs. Pour le moment, Israël n'a donc pas frappé ce quartier, n'a pas de raison de le faire théoriquement, et surtout le quartier présente le grand avantage de pouvoir vous connecter directement au port de Beyrouth, qui est donc juste au nord-est du quartier, et surtout de vous desservir à l'aéroport international via deux pénétrantes, deux voies rapides,
qui vous connecteront en quelques minutes à l'aéroport international. Donc en cas de besoin d'évacuation urgent, les infrastructures devraient permettre de le faire. J'en passe maintenant au point israélien. Donc merci Béatrix. Donc le point israélien, la situation ici est également très complexe. Comme vous avez pu le voir récemment, nous avons changé nos recommandations, puisqu'initialement nous recommandions de reporter tous les déplacements non essentiels en Israël. Désormais, nous recommandons de reporter tous les déplacements même essentiels. Pourquoi ? Parce que la situation sécuritaire en Israël continue d'être hautement dangereuse, hautement volatile, et surtout aussi, à bien des égards, elle s'est également un peu, aggravée depuis le début des opérations israéliennes au Liban, donc fin septembre. Il y a plusieurs raisons de cela. Primo, les opérations dans la bande de Gaza israélienne continuent, mais le Hamas est toujours actif. Il continue épisodiquement de tirer des roquettes depuis la bande de Gaza jusque sur le territoire israélien. Les forces israéliennes n'ont pas fini de sécuriser la bande de Gaza. Il y a encore plusieurs dizaines d'otages qui n'ont toujours pas été retrouvés. Et pour ce qui est du front libanais, le Hezbollah en fait maintenant continue et tire de plus en plus non seulement des roquettes sur le territoire israélien, mais également des munitions à longue portée. C'est que le Hezbollah s'était pour l'instant gardé un peu de fer. Donc comme vous pouvez le voir sur les cartes que vous trouvez devant votre écran, chaque point rouge représente une frappe de roquette ou une attaque à main armée menée par le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, etc., contre des civils ou des militaires israéliens. Donc vous pouvez voir que, sachant que c'est depuis le 30 septembre, donc depuis le début des opérations israéliennes au Liban, vous pouvez donc voir effectivement qu'on est sur une situation qui est extrêmement dynamique, notamment dans le nord d'Israël, qui est particulièrement touché. Et la situation sécuritaire sur place est d'autant plus dégradée que le territoire israélien est frappé par des troubles sociaux. Depuis le début du conflit, depuis le 7 octobre 2023, Israël fait face à des mouvements sociaux d'une très grande ampleur, qui sont d'ailleurs historiques à bien des égards. Tout d'abord, c'était des manifestations qui visaient à demander la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou à cause de son échec à sauver les otages qui avaient été emmenés par le Hamas dans la bande de Gaza. Et maintenant, il s'agit plus récemment de protestations contre le limogeage du ministre de la Défense israélien, qui avait ça de particulier que c'était la seule voie critique encore en place dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et donc aujourd'hui, on a donc un gouvernement israélien qui repose sur une coalition gouvernementale dominée par des mouvements ultra-conservateurs ou ultra-orthodoxes, qui ont une approche de la guerre beaucoup plus belliqueuse que ce que le ministre de la Défense pouvait avoir. Encore récemment, le ministre des Finances, qui s'est démarqué ces derniers mois par un certain volontarisme dans la guerre, a appelé de ses voeux à ce que la nouvelle administration Trump soutienne Israël dans son projet apparemment prochain d'annexer entièrement la Cisjordanie, c'est-à-dire les territoires qui se trouvent entre la Jordanie et Israël. On imagine les conséquences sécuritaires, politiques, évidemment géopolitiques, aussi bien pour la région que pour le monde, qu'aurait une annexion entière de la Cisjordanie. Donc la situation sur place est à la fois parcourue de problématiques sécuritaires majeures, mais surtout porteuse de germes de futurs problèmes sécuritaires majeurs. Et ça me permet donc de venir à la situation régionale. Alors la carte est volontairement assez simpliste. J'ai voulu la faire facilement compréhensible pour vous, dans la mesure où vous êtes nombreux à nous demander vos recommandations pour les pays du Moyen-Orient au regard de l'actualité du moment. Donc pour faire simple, en vert, ce sont tous les pays où nous n'avons pas de contre-indication à se rendre compte tenu de l'actualité. Il y a donc des contre-indications traditionnelles liées par exemple en Turquie à l'insurrection armée du PKK, liées par exemple en Égypte à la sécurité routière, etc. Mais en tout cas, on n'a pas de contre-indication liée au conflit lui-même. En revanche, en rouge, vous avez les pays où nous recommandons formellement de ne pas se rendre, notamment à cause du conflit en cours. Ce sont évidemment les pays en guerre, donc le Yémen, la Syrie, désormais le Liban, maintenant Israël et les territoires palestiniens. Et en orange, vous avez les territoires où, en fonction de la ville où vous allez vous rendre, en fonction de la mission, etc., nous avons des contre-indications liées au conflit ou non. Voilà. Donc ça sera vraiment du cas par cas pour l'Irak et pour l'Iran. Mais comme vous pouvez le voir, pour toute la péninsule arabique, pour l'Égypte, la Turquie, la Jordanie et Chypre, ainsi que Chypre Nord, nous n'avons pas de contre-indication. Et de fait, les différents affrontements qui ont pu avoir lieu ces derniers mois entre l'Iran et Israël
notamment via des tirs de missiles ou de drones, et qui ont conduit plusieurs espaces aériens à être fermés, ont en réalité concerné essentiellement l'Irak, la Syrie et le Liban, dans une moindre mesure la Jordanie. Et donc tous les autres pays, en revanche, eux, n'ont pas été impactés, n'ont pas vu leur espace aérien fermé. Sur le plan régional, donc, actuellement, les points d'intention sont évidemment liés aux pays en rouge, qui sont des pays depuis lesquels les attaques continuent d'être menées contre Israël. Donc au Yémen, vous avez les rebelles Houthis qui continuent encore aujourd'hui de tirer des missiles et des drones contre Israël. En Syrie, en Irak, vous avez des milices chiites qui également ciblent Israël. Et évidemment, au Liban, vous avez le Hezbollah. Pour ce qui est de l'Iran, actuellement, les perspectives de riposte sont évidemment soumises à beaucoup d'hypothèses. À l'heure actuelle, pour rappel, la dernière riposte est celle d'Israël. On attend donc potentiellement celle de l'Iran. Toutefois, il y a autant d'éléments actuellement qui concourent à laisser penser que l'Iran va riposter qu'à penser que l'Iran ne va pas riposter. Pourquoi? Parce que l'Iran devrait riposter dans la mesure où il y a un enjeu de crédibilité pour elle, puisque depuis le début du conflit, elle a montré une certaine modération par rapport à Israël. Le Hezbollah n'a pas été soutenu autant que ce que certains observateurs auraient pu penser par l'Iran. Les Houthis, finalement, se sont montrés beaucoup plus bellicistes, beaucoup plus volontaristes dans la guerre contre Israël que l'Iran. Donc il y a quand même un enjeu de crédibilité pour le pays, d'autant plus qu'il a été frappé assez durement par les frappes israéliennes d'il y a maintenant 3 semaines, un mois. Pour autant, l'Iran a récemment élu un nouveau président qui est un réformateur, qui est un modéré et qui a justement voulu montrer une certaine retenue dans la riposte face à Israël et qui a notamment fait savoir qu'il souhaitait relancer les négociations sur le nucléaire iranien. Autrement dit, il y a une volonté de la part de l'Iran, même si l'actualité ne laisse pas forcément penser de prime abord, de s'ouvrir à nouveau vers l'Occident, de montrer en tout cas une volonté de s'asseoir à nouveau à la table des négociations. La grande question maintenant, c'est de savoir est-ce que Israël, qui a évidemment conscience de cela, va laisser faire l'Iran maintenant que Trump est élu? Est-ce que Trump également va soutenir Israël dans une démarche de conflit plus poussé avec l'Iran ou au contraire va essayer de stabiliser la situation? Ce sont des questions qui pour l'instant restent toutes ouvertes et à cet égard, les prochaines semaines se montreront déterminantes. Et c'est donc sur ces derniers points que nous pouvons passer désormais au point sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci Michel, bonjour à tous, merci effectivement d'être ici. Alors donc comme Béatrix et Michel l'ont mentionné, la récente réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis constitue nécessairement un enjeu majeur pour la suite du conflit russo-ukrainien. Néanmoins, ce n'est pas non plus la seule récente évolution géopolitique qui est à prendre en considération. Et on va donc ici tenter de dresser d'une part un bref état des lieux du conflit russo-ukrainien et également d'identifier et dégager les principaux points qui seront à surveiller au cours des semaines et mois à venir. Alors tout d'abord, concernant l'état des lieux, si l'on parle chiffres, le Wall Street Journal, il y a de ça environ un mois, a publié un chiffre assez sensationnel qui faisait état d'1 million de pertes liées au conflit russo-ukrainien. Alors un chiffre effectivement sensationnel, mais finalement assez cohérent avec les dernières données qui avaient été communiquées ces derniers mois par de nombreuses sources occidentales et notamment américaines, et qui, en revanche, comprend non seulement le nombre de décès, mais également les blessés, raison pour laquelle ce chiffre est aussi élevé. Si l'on s'en tient uniquement aux décès, il y a toujours des batailles de chiffres lorsqu'on est en temps de guerre, et c'est tout à fait normal. On estime à environ 200 000 le nombre de décès dans les rangs russes et environ 80 000 le nombre de décès côté ukrainien. Pour ce qui est des lignes de front, alors il y a toujours, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la ligne de front que l'on commence malheureusement à connaître à l'est du territoire ukrainien, qui est peu changeante depuis la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022 et qui part toujours au sud de l'oblast de Kherson et qui remonte jusqu'à l'oblast de Kharkiv. Alors au nord de Kharkiv, le front a une dynamique un peu décorrélée de la ligne à l'est, mais dans l'ensemble, on estime aujourd'hui que les forces russes posséderaient donc environ 80% du Donbass, donc les oblasts du Donetsk et de Louhansk, et 70% des oblasts de Zaporizhzhia et Kherson.
Au printemps dernier, on estimait que les forces russes prenaient effectivement l'ascendant sur les forces ukrainiennes, alors au prix de lourdes attaques le long des lignes de front, mais parvenaient finalement tout de même à grignoter petit à petit des localités ukrainiennes. On estimait que les forces russes allaient maintenir cette position offensive. C'est effectivement ce qui s'est passé au cours des derniers mois, avec une nette accélération au mois d'octobre dernier. Alors effectivement, comme certaines sources, notamment l'armée britannique, l'évoquaient, le mois d'octobre fut particulièrement meurtrier pour les forces russes. On estime il s'agit là des pertes les plus lourdes essuyées par les forces russes depuis très longtemps. C'est également au cours de ce mois-ci, finalement, que les forces russes ont obtenu les plus importants gains territoriaux depuis l'été 2022. Donc en réalité, on est non seulement sur un maintien de sa stratégie offensive, qui est coûteuse mais payante, mais également sur une intensification de cette stratégie le long de la ligne de front à l'est. Il y a également un autre front qui nous intéresse, qui cette fois se trouve en territoire russe, dans l'oblast de Koursk, et qui est dû effectivement à une offensive ukrainienne lancée début août dernier, une offensive qui a pris les Russes un petit peu par surprise et qui a permis aux forces ukrainiennes de faire une percée assez impressionnante en territoire russe, percée qui depuis est à relativiser, car effectivement les forces russes ont non seulement réussi à la stopper, mais qui plus est à repousser, et elles continuent de le faire, à repousser les forces ukrainiennes vers leur propre territoire. Alors les forces ukrainiennes maintiennent toujours, à l'heure où on se parle, une présence en territoire officiellement russe dans l'oblast de Koursk, mais ils ont de plus en plus de mal à tenir leur position, et cette difficulté devrait se faire croissante compte tenu de l'arrivée de renforts dans la zone, et notamment, vraisemblablement, de renforts nord-coréens. Nous y reviendrons. En parallèle de cette stratégie sur le front, il y a côté russe effectivement toujours le maintien de cette importante stratégie de bombardement sur l'ensemble du territoire. Celle-ci devrait par ailleurs se faire également croissante au fur et à mesure que nous entrons en saison hivernale, car comme vous le savez potentiellement, probablement, outre leur bilan humain, l'intérêt russe dans ces frappes est de neutraliser en réalité les infrastructures stratégiques et notamment énergétiques de l'Ukraine. Enfin, l'un des points qui est à noter, et notamment au vu des opérations d'envergure qui ont été menées le week-end dernier, c'est la montée en puissance de ce que certains médias appellent la guerre des drones. Alors, vous noterez la référence à la pop culture. C'est une montée en puissance de la guerre des drones de part et d'autre par chacun des belligérants. À ce sujet, le week-end dernier, le Kremlin a évoqué avoir subi une attaque de drone massive de la part des Ukrainiens et a intercepté la moitié, donc environ une trentaine de drones au-dessus de l'oblast de Moscou. Et les Ukrainiens, pour leur part, font état d'environ 145 drones russes ayant constitué une attaque massive le week-end dernier et dont une soixantaine auraient été interceptés par les forces ukrainiennes. Alors l'intérêt de ces attaques reposant très souvent sur des drones kamikazes, ne cherchent pas nécessairement à, à, à excusez-moi, cherchent en fait principalement à obtenir un intérêt tactique sur leur adversaire, et cet intérêt tactique se voit notamment sur d'autres théâtres d'opération. Alors c'est ce qu'on entend également par l'internationalisation du conflit. C'est un terme que l'on entend de plus en plus dans les médias et qui est dû à deux facteurs. Alors le premier, c'est celui que j'évoquais, c'est la multiplication des théâtres d'opération, notamment par l'intermédiaire de la conduite d'opérations tactiques via des drones. Et le second axe permettant de parler d'une internationalisation du conflit, c'est effectivement l'intégration d'un nouvel acteur, on l'évoquait tout à l'heure, celui de la Corée du Nord. Donc, concernant ce premier point, la multiplication des théâtres d'opération, il s'agit principalement de la conduite d'attaques multiples, toujours reposant sur l'utilisation de drones par les forces spéciales, principalement ukrainiennes, visant à déstabiliser les intérêts russes sur d'autres théâtres d'opération à l'étranger. Il y a quelques jours, on a pu justement mentionner une attaque de drone assez impressionnante menée par les forces ukrainiennes en mer Caspienne, visant des navires militaires russes. Alors le succès de l'opération est effectivement sujet à débat, mais cette opération était néanmoins
précédée par d'autres opérations similaires qui, pour le coup, ont été des succès opérationnels et qui ont visé des forces militaires russes conventionnelles ou non. Conventionnelles, c'était le cas en juin et juillet dernier, lorsque des bases militaires russes avaient été ciblées en Syrie, sur le plateau du Golan et dans la région d'Alep, et également sur des forces non conventionnelles, notamment au Soudan et également surtout au Mali, où 84 mercenaires russes appartenant à Wagner, anciennement Wagner, aujourd'hui Africa Corps, ont été tués lors d'une attaque à Tinzawatin, grâce justement à des attaques de drones ukrainiennes lancées par les forces spéciales ukrainiennes en soutien aux rebelles Touaregs opérant dans l'extrême nord malien. Donc effectivement, une multiplication des théâtres d'opération et à côté de ça également, sur leur propre territoire, l'intégration d'un nouvel acteur, on le disait, la Corée du Nord. De nombreuses sources occidentales, donc sud-coréennes, ukrainiennes, mais également américaines, ont fait état de l'arrivée de troupes nord-coréennes en territoire russe, initialement à l'est du territoire, mais également plus récemment dans l'oblast de Koursk, et qui auraient pris part au combat face aux Ukrainiens. Alors l'arrivée de ces troupes nord-coréennes manifeste intervient dans un rapprochement stratégique entre Moscou et Pyongyang, notamment à la suite effectivement de la visite d'État de Vladimir Poutine en Corée du Nord en juin dernier, au terme de laquelle a été passé un accord donc de défense mutuelle dans le cadre d'un partenariat de stratégie globale, mais accord de défense mutuelle qui vient effectivement, qui a été entériné le week-end dernier et qui vient dans la rhétorique russe potentiellement justifier la présence de troupes nord-coréennes venues soutenir les troupes russes dans la défense de leur propre territoire suite à l'offensive ukrainienne dans l'oblast de Koursk. En plus de ce soutien nord-coréen, on note toujours un soutien massif de la République d'Iran à la Russie, financier et matériel, bien que officiellement la République d'Iran n'ait pas fourni de soldats à la Russie. Donc on note, je dirais, la fortification d'un soutien à la Russie qui est concomitant également à un soutien pour le coup de plus en plus vacillant à l'Ukraine, à la fois sur la scène européenne, mais également compte tenu des incertitudes liées à la récente réélection de Donald Trump. Et alors effectivement, donc soutien vacillant sur la scène européenne. Je ne reviendrai pas en détail sur la montée en puissance des partis pro-russes, comme on a pu le voir par exemple en Autriche, ou au rôle de plus en plus prépondérant joué par des factions pro-russes dans des scrutins européens, et, comme ça a pu être le cas récemment en Moldavie et en Géorgie. On note également au sein des plus proches alliés de Kiev sur la scène européenne je dirais un soutien vacillant, de plus en plus chancelant de la part d'alliés traditionnels. C'est notamment par exemple le cas de l'Allemagne qui, avant l'effondrement de sa coalition, avait déjà annoncé la baisse de 50% de leur aide financière et matérielle à l'Ukraine. Alors, ça intervient, je dirais, à un très mauvais moment pour l'Ukraine. Également, on peut noter l'élection donc, de Donald Trump, qui en réalité, donc effectivement, inquiète grandement les Ukrainiens, mais constitue surtout une énorme inconnue dans le jeu actuel. Inconnue non seulement sur les nouvelles qui sont données quant aux actions entreprises ou qu'entreprendrait à l'avenir la future administration Trump. Je fais ici notamment allusion aux déclarations contradictoires concernant la tenue d'un appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce qu'on peut retenir en attendant, c'est effectivement que Donald Trump avait évoqué vouloir mettre une fin rapide au conflit russo-ukrainien. Il avait même évoqué pouvoir mettre fin à ce conflit en 24 heures. En réalité, cet objectif semble difficilement atteignable et le plan esquissé par Donald Trump et sa future administration pour atteindre cet objectif est à ce jour inconnu. Alors il y a effectivement des déclarations du futur vice-président Vance qui laissent envisager un certain nombre de possibilités, reposant notamment, alors on l'a beaucoup entendu dans la presse, sur un maintien des troupes russes sur les territoires conquis en Ukraine, la mise en place d'une zone tampon suivant la ligne de front que l'on peut observer à l'est, une interdiction pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN,
Pour autant, aujourd'hui, il est difficile de savoir si, d'une part, ce plan est effectivement le plan souhaité par Donald Trump, et d'autre part, même s'il l'était, il convient de garder en tête que ce plan serait susceptible de se heurter à un principe de réalité, dans la mesure où les concessions territoriales seraient, je dirais, inacceptables pour Kiev, et par ailleurs, la mise en place d'une zone tampon sur la ligne de front actuelle, notamment potentiellement gardée par des troupes de l'OTAN, qui se masseraient donc le long du territoire russe, ne serait pas vraiment une conclusion satisfaisante non plus pour le Kremlin. Donc il y a vraiment ce principe de réalité qu'il faut garder en tête. Ce qu'on peut dire, c'est donc que en cas de négociation, il sera assez difficile pour pour l'administration à venir, de trouver un terrain d'entente. Et donc, le cas échéant, on pourrait se diriger vers un scénario d'un cessez-le-feu fragile, le temps de tenir des pourparlers qui, à court et moyen terme, finirait par probablement s'embourber. En l'absence de négociations concomitantes à une baisse possible des aides occidentales à l'Ukraine, on se dirigerait alors vers un conflit semi-gelé, qui serait tout logiquement ponctué de percées significatives et ponctuelles par les troupes russes, sans pour autant qu'aucun des deux camps ne parvienne à obtenir une victoire totale. Ce qui est sûr, pour le coup, en revanche, c'est que d'ici le 20 juin, on peut s'attendre, tout logiquement, à une accélération par l'administration Biden de l'autorisation de soutien à l'Ukraine avant l'arrivée de la nouvelle administration Trump. Alors cette aide qui pourrait être massive, toutefois, n'aurait qu'un intérêt à court terme uniquement, compte tenu de la haute intensité des combats. Elle serait très probablement assez vite absorbée par les forces ukrainiennes, et l'Ukraine se heurterait alors à l'inconnu de la nouvelle administration Trump, qui potentiellement serait assez peu favorable au maintien d'une aide aussi massive à l'Ukraine, comme en témoigne la circulation depuis ce matin du nom de Marco Rubio comme potentiel prochain secrétaire d'État américain, et qui, on le rappelle, s'était opposé à la validation du précédent plan d'aide militaire américain pour l'Ukraine. Voilà, donc beaucoup d'inconnus également à court et moyen terme dans le cadre du conflit russo-ukrainien. C'était donc, je dirais, nos exposés entre guillemets sur ces trois thématiques. Naturellement, nous restons à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup à tous les trois. Il y a quelques questions. Alors, Béatrix, je vais peut-être te laisser monitorer les questions. Oui, tout à fait. Alors, on a une question peut-être plus pour toi, Alexandre, qui porte sur le lien entre la Russie et le Soudan. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur ce lien? Peut-être voilà le rôle de Africa Corps dans Ouais. cette configuration. Alors, effectivement, on peut noter un soutien manifeste d'Africa Corps aux forces, alors aux support forces au Soudan dans le cadre de la guerre civile qui a lieu sur le territoire. Cela fait partie en réalité d'une stratégie beaucoup plus globale, je dirais, de participation des forces non conventionnelles russes sur de multiples territoires africains, et en l'occurrence, plusieurs rapports font état effectivement du soutien de Wagner au Rapid Support dans cette guerre civile. Merci beaucoup. On avait aussi une question sur, alors on change de sujet, mais sur les poursuites judiciaires qui existent donc contre Donald Trump. Donc juste pour rappel, il est donc gravement mis en cause dans 4 dossiers criminels. Pour rappel, une conspiration contre les États-Unis pour avoir tenté de renverser les résultats. Donc ça fait directement référence à l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Un recel de documents classifiés, une fraude électorale en Géorgie, et puis la quatrième mise en cause,
porte sur la falsification des comptes de campagne de 2016, avec la fameuse implication de Stormy Daniels. La réalité est que dans ces 2 premiers dossiers, ils ne devraient pas être inquiétés. Et en fait, dans les deuxièmes, donc celui de la fraude électorale en Géorgie et celui de la falsification des comptes, il est tout à fait probable en fait que ces dossiers judiciaires soient juste totalement gelés pendant sa présidence. Donc en fait, la réalité, c'est que il n'y aurait pas d'impact de ces poursuites judiciaires sur l'exécutif, en tout cas le temps de sa présidence, pas d'interruption possible, ou en tout cas anticipée de la tenue de la présidence. Et donc pour Michel, on nous demande également de détailler les attaques entre Israël et l'Iran, et puis aussi de commenter sur le fait pourquoi la Syrie ne participe-t-elle pas à la guerre. Alors ça, ce sont de très bonnes questions. La première, donc, pour les attaques entre l'Iran et Israël. Pourquoi c'est une bonne question? Parce que les deux protagonistes ont fait preuve justement d'un mutisme, d'un certain optimisme quant au résultat des attaques sur leur territoire respectif, qui est très intéressant. Alors donc, pour rappel, donc l'Iran avait déjà attaqué une première fois Israël en avril dernier. Il avait s'agi à ce moment-là d'une attaque qui était faite pour échouer, c'est-à-dire que l'Iran avait prévenu à l'avance tous les pays qui seraient survolés par ces missiles, etc., de l'imminence de l'attaque. Donc les Israéliens, les Américains et leurs alliés savaient que l'attaque allait arriver. Et donc sans surprise, les 300 missiles et drones lancés par l'Iran ont tous été interceptés. Alors, donc le but, en fait, c'était plus pour l'Iran de montrer qu'elle avait des muscles, mais en réalité de ne pas non plus frapper réellement le territoire israélien, ce qui en fait, il le sait, aurait amené Israël à riposter à son tour. Là, en revanche, les affrontements qu'on a pu observer en septembre-octobre sont différents. L'Iran a frappé Israël après l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, car il y avait là une forme d'affront pour l'Iran. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'Israël avait un peu humilié l'Iran, notamment en assassinant par exemple le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, en plein Téhéran en août, etc. Donc là, il fallait que l'Iran réagisse par crédibilité par rapport à ses alliés régionaux. Et donc là, pour le coup, l'Iran a tiré moins de missiles et de drones, on est sur 200 missiles, mais ce sont en revanche des missiles qui ont touché des cibles. C'est-à-dire que pour la première fois, le dôme de fer israélien a été en partie saturé par les attaques iraniennes. Et donc au début, Israël s'est montré évidemment dithyrambique sur le fait qu'aucun dégât déploré à part 2-3 coups de frayeur. En réalité, plus tard, on a pu se rendre compte que des bases militaires avaient été touchées, qu'il y avait eu plusieurs blessés et de nombreux matériels détruits. En conséquence, Israël a donc mis du temps à riposter à son tour, parce qu'Israël devait à son tour riposter de façon significative, et sans non plus humilier l'Iran, qui pousserait également l'Iran à riposter de façon encore plus sévère. Donc, Israël a choisi, après de longues négociations, notamment avec les Américains, initialement Israël voulait frapper l'île de Karg, qui est une espèce d'énorme île infrastructure pétrolière géante de l'Iran, ce qui aurait été une catastrophe pour les importations et exportations d'hydrocarbures dans le Golfe Persique et donc pour le monde. Finalement, Israël a frappé une série de bases militaires en Iran. Ces bases militaires ne sont pas du tout inintéressantes, puisqu'il s'agit de bases militaires de production de missiles balistiques et également de drones, de différents matériels utilisés par l'Iran pour frapper Israël. Donc en réalité, Israël n'a pas seulement frappé l'Iran, en fait, Israël a frappé les capacités de l'Iran à riposter face à Israël. Donc c'est pour ça effectivement que c'est quelque chose de très intéressant. Et comme le temps commence un peu à passer, je vais essayer d'aller assez vite pour la Syrie. Pourquoi la Syrie ne participe-t-elle pas à la guerre? Là aussi c'est très intéressant puisque la Syrie officiellement fait partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, autrement dit cette espèce de coalition un peu hétéroclite qui réunit en gros tous les adversaires d'Israël et des États-Unis, donc l'Iran, la Syrie, le Hezbollah, le Hamas, les milices chiites, les Houthis, etc. De tous les membres de l'axe de la résistance, seule la Syrie, seul le régime de Bachar al-Assad n'a pas pris d'action contre Israël. Alors, pourtant, que la Syrie borde le territoire israélien et que la Syrie serait une tête de pont parfaite pour mener des opérations directes en Israël. Pour ça, il y a plusieurs raisons très simples. La première, c'est que, évidemment, Israël a eu conscience de ce risque et dès le début du conflit, les Israéliens ont envoyé par des canaux diplomatiques officieux des messages à Bachar al-Assad pour lui faire savoir
que concrètement, s'il menaçait Israël, il le regretterait. Et les différents assassinats qui ont suivi ensuite de Ismaël Haniyeh, Hassan Nasrallah, etc., ont été suivis dans la foulée de nouveaux messages à Bachar al-Assad pour lui faire savoir que si jamais il se mêlait au conflit, il pourrait être le prochain. Et donc tout récemment encore, par exemple, en guise d'avertissement, d'illustration d'avertissement, les Israéliens ont frappé la villa du frère de Bachar al-Assad près de Damas. Donc les Israéliens savaient que le frère de Bachar al-Assad n'était pas dedans, donc il n'est pas mort. Et par contre, sa villa, en revanche, a été détruite. Et c'était une façon de montrer à la fois la volonté d'Israël de bien menacer le gouvernement, enfin le clan Assad, mais également à travers le frère de Bachar al-Assad, également de frapper, comment dirais-je, de montrer la capacité de l'Iran à frapper la capacité d'Israël à frapper l'Iran en Syrie, puisque l'Iran est très présent en Syrie et que le frère de Bachar al-Assad est l'homme de main des Iraniens en Syrie. Donc en fait, il y a un double message de la part d'Israël, c'est-à-dire on peut frapper les membres de votre famille à tout moment, et donc vous-même, Bachar al-Assad, et également, si vous vous montrez trop favorable à la participation, à l'utilisation de l'Iran, par l'Iran de votre territoire pour attaquer Israël, on est en mesure là aussi de riposter. Et de fait, quelques jours plus tard, la Syrie a demandé la fermeture de plusieurs bureaux de recrutement du Hezbollah en Syrie. Et apparemment, des discussions un peu officieuses entre le Bachar al-Assad, le Hezbollah et l'Iran, où Bachar al-Assad a fait savoir qu'il n'était pas en mesure et qu'il n'avait pas la volonté de vouloir s'en prendre à Israël, notamment pour des raisons géopolitiques beaucoup plus larges, dont j'aurai le plaisir de vous parler pendant des heures au téléphone et par email, mais malheureusement, pour l'instant, il faut faire au plus vite, surtout qu'il y a d'autres questions. Merci beaucoup Michel. Et peut-être une ultime question pour toi Alexandre sur les conditions de déplacement en Ukraine. Quelles seraient nos recommandations? Alors, nos recommandations aujourd'hui, elles sont en vigueur depuis déjà quelques temps. Naturellement, on considère que se rendre en Ukraine est assez risqué. Pour vous donner une vision d'ensemble, pour ce qui est des niveaux de risque, on considère que l'Ukraine est à un niveau de risque extrême dans une grande partie de son territoire, donc c'est notre niveau de risque maximal, à l'exception des 2 provinces occidentales qui sont pour leur part en zone de risque élevé, donc un niveau tout de même de 4 sur 5, ce qui est loin d'être négligeable. C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, en termes de recommandations, on recommande que seuls les déplacements qu'on va considérer comme étant purement essentiels, ou qui seront considérés comme tels par vos organisations, pourront être maintenus dans ces 2 provinces de zone de risque élevé, ainsi que dans la capitale, Kiev. Donc seuls ces déplacements peuvent, selon nous, être maintenus. Et si ils le sont, à ce moment-là, il y a naturellement tout un accompagnement à mettre en place pour les collaborateurs qui sont projetés sur ces zones, et notamment au niveau des organisations et de leurs sièges, un point assez précis sur l'état de vos plans de contingence et d'urgence, comprenant également des plans d'évacuation qui vont reposer sur, comme vous le savez probablement, une multitude de facteurs, et notamment on pense aux modalités d'hébergement, à la présence d'abris à proximité des lieux d'intervention de vos collaborateurs, et également à l'accompagnement par des partenaires de sécurité. On est en mesure de vous accompagner effectivement également sur ce point-là. Mais voilà, de façon très synthétique, parce que je vois que le temps passe, déplacement purement essentiel dans l'ouest du pays ainsi que sur Kiev, et soumis à un accompagnement sécuritaire pour le coup très étoffé. Voilà, c'est tout de notre côté. Jennifer, je te rends la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le timing, c'est parfait. Mais merci à tous pour votre participation. Nous allons maintenant terminer la session. Un très rapide questionnaire de satisfaction va apparaître sur votre écran et nous vous demandons de prendre vraiment quelques secondes pour y répondre. Votre avis est vraiment important pour nous et nous permet d'améliorer la qualité des interventions qu'on vous propose. Je vous confirme également que vous recevrez très prochainement l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation. Béatrix, Alexandre, Michel, merci encore pour cette présentation et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à Merci à tous. Au revoir.